Donc bonsoir à tous, bienvenue en direct sur Trimax Triathlon Magazine pour un nouveau live qui aujourd'hui est axé nutrition. Voilà, l'objectif c'est de rebondir sur l'article qui a été publié là il y a quelques jours dans le dernier numéro de Trimax sur 7 aliments à éviter. Voilà, et l'idée c'est comme d'habitude, de faire un petit topo, un petit rappel sur le thème de la soirée. Et puis ensuite, une fois que ces 10-15 minutes consacrées au rappel seront écoulées, vous aurez la possibilité de poser vos questions en direct, donc par écrit, et j'y répondrai bien volontiers. Donc ce thème qui est très large et qui va concerner nombre de personnes, puisqu'on va parler de nutrition un peu générale, la nutrition du quotidien en fait, qui est fondamentale si on veut être en forme, récupérer rapidement, éviter de tomber malade, être en bonne santé, etc. Alors donc j'ai effectivement écrit cet article, 7 aliments à éviter. L'idée c'était de mettre un peu le focus sur des points concrets, des aliments ou des catégories d'aliments qui peuvent avoir une incidence assez néfaste, je dirais, sur l'état de forme, sur la récupération. Et donc on va les passer en revue rapidement. Vous pouvez les retrouver dans le dernier numéro de Trimax, mais on va les passer en revue rapidement. Et écoutez, le premier d'entre eux, qui est effectivement assez préjudiciable si on le consomme régulièrement, c'est l'alcool, bien entendu, puisque l'alcool présente de nombreux inconvénients, puisque ça génère une déshydratation importante, c'est un apport de calories qu'on appelle vide, c'est-à-dire qui ne s'accompagne pas de minéraux, de vitamines utiles au fonctionnement physiologique de l'organisme. Et puis bien entendu ça altère les capacités psychomotrices, ça altère la synthèse musculaire, ça altère la récupération bien entendu. Donc voilà, la consommation d'alcool est fortement déconseillée, surtout à l'approche de ces objectifs, en particulier dans les périodes de charge d'entraînement intense, parce que voilà, ça va forcément être un frein à votre progression et à l'obtention de votre pic de forme. Donc comme toujours, c'est la dose qui fait le poison, un petit verre de vin rouge de temps en temps, voire même un par jour, c'est toléré, une petite bière de temps en temps, pas de souci, mais on va absolument éviter les alcools forts, les apéritifs, et la consommation quotidienne, parce que ça va effectivement aller à l'encontre de la performance. Donc bon, ça c'est assez logique. Deuxième catégorie d'aliments qui je dirais est un petit peu plus sournoise, parce que plus compliqué à déterminer quand on fait ses achats, ses courses, c'est ce qu'on appelle la catégorie des graisses hydrogénées. Donc les graisses hydrogénées, en fait, sont à la base des huiles, comme par exemple l'huile de palme, qui vont être par un procédé chimique transformées en graisse, donc en éléments solides. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas à l'état naturel. Les matières grasses végétales sont toujours sous forme liquide. Donc l'huile d'olive, l'huile de tournesol et autres. Et donc à partir du moment où on leur fait subir ce traitement chimique, on les solidifie, et c'est beaucoup plus simple au niveau industriel pour fabriquer des biscuits, des plats tout préparés, etc. On n'a pas de certitude absolue parce qu'on n'en a jamais de toute façon, mais les graisses hydrogénées, effectivement, de par leur côté artificiel et le fait que voilà, qu'on manque un petit peu de recul sur leur utilité physiologique et sur la santé, il vaut mieux effectivement les éviter, d'autant plus que c'est souvent associé avec des aliments qui ne sont pas forcément très utiles pour les triathlètes. Et comme j'ai dit, c'est toute l'alimentation industrielle qui contient beaucoup de graisses cachées, beaucoup de sucre,
beaucoup de sel et qui, consommé de manière trop régulière, va aller à l'encontre de la bonne santé et de la bonne forme de tout triathlète. Donc aliments à éviter, écoutez, les biscuits, les brioches, les pains de mie, les plats tout prêts, les surgelés, qui bien souvent contiennent des graisses hydrogénées. Et j'ai vu passer sur la page Facebook Trimax une question, le Nutella, point d'interrogation. Effectivement, le Nutella contient des graisses hydrogénées, sauf erreur de ma part. Et donc, effectivement, une fois de temps en temps, ok. Quotidiennement, c'est plus ok. Voilà. Donc voilà, c'était la deuxième catégorie qui indirectement renvoie à toute l'alimentation industrielle, qui bien souvent n'est pas idéale. Troisième catégorie, les édulcorants de synthèse. Alors c'est vrai que voilà, l'organisme humain s'accoutume très vite au goût sucré. Le sucre, on le verra un tout petit peu plus tard, puisque ça va être la dernière catégorie, pose problème quand il est consommé en trop grande quantité. Et donc, là encore, les industriels ont eu la bonne idée d'imaginer des édulcorants de synthèse, comme l'aspartame, qui ne comportent pas de calories, mais qui envoient en fait un signal extrêmement néfaste à l'organisme, puisque votre cerveau, lui, il ne reconnaît pas la différence entre le sucre, qui est un aliment relativement naturel, et l'aspartame, qui est un aliment complètement artificiel. Donc ça perturbe de manière majeure le fonctionnement physiologique de l'organisme. En plus, c'est des aliments qui... c'est une catégorie d'aliments, ou je dirais même de produits chimiques, dont on ne connaît pas bien, je dirais, la répercussion à long terme. Donc dans le doute, et pour toutes les raisons évoquées avant, on va éviter les édulcorants, et donc tous les produits light, les sodas light, et tous les aliments light qui contiennent des édulcorants sont à éviter, puisque là encore ça rentre indirectement dans la catégorie des aliments industriels, et c'est pas idéal. Donc voilà, troisième catégorie à éviter. Donc ça sous-entend qu'il faut prendre le temps de lire un petit peu les notices et les compositions des aliments. Et comme on dit souvent, plus il y a d'ingrédients et plus il faut se poser de questions quant à l'intérêt nutritionnel de l'aliment en question. Donc voilà, penchez-vous un peu sur les étiquettes, c'est souvent riche d'enseignements. Et ça permet de faire des choix lorsqu'on fait ses courses. Alors, quatrième catégorie d'aliments qu'il faut, alors non pas éviter, mais plutôt limiter, c'est effectivement la viande rouge, dans le sens où c'est je dirais une catégorie qui bien sûr apporte des protéines, mais qui génère un travail digestif assez conséquent. Alors bon, on peut effectivement débattre de l'intérêt du régime paléo ou pas, et ainsi de suite. Mais voilà, chez un triathlète qui s'entraîne très régulièrement, manger de la viande rouge quotidiennement, c'est pas nécessaire. On peut tout à fait varier ses apports de protéines en allant vers le poisson, les œufs, les laitages, les légumineuses, donc tout ce qui est céréales et légumes secs, et en diversifiant ses apports, on couvre tout à fait ses besoins et on n'a pas besoin de manger de la viande rouge tous les jours. Je dirais globalement, on peut se permettre de manger 2 à 3 fois par semaine de la viande rouge, ça suffit largement pour la majorité des athlètes. Seul petit cas particulier, chez les enfants et les adolescents, et encore plus chez les femmes sportives, la viande rouge effectivement permet de compléter les apports en fer qui sont souvent un petit peu déficitaires, et donc tout ce qui peut contribuer à apporter du fer sous forme de viande rouge, de boudin noir et autres est intéressant dans ces catégories-là, et en particulier chez les femmes sportives.
Je rappelle que les apports en protéines quotidiens chez un sportif d'endurance adulte, ils sont de l'ordre de 1,4 à 1,8 grammes par kilo de poids corporel et par jour. Donc pas besoin de manger des centaines de grammes chaque jour, vous serez en excédent et tout l'excédent protéique va être éliminé en déchets azotés par les urines notamment. Alors, complémentaire à la viande rouge, 5e catégorie d'aliments à éviter, la charcuterie. Donc ça rejoint un peu les aliments industriels, c'est très riche en sel, c'est très riche en graisses saturées effectivement c'est pas interdit, mais il vaut mieux en limiter un peu la consommation, surtout si on a du poids à perdre, si on s'approche de ses objectifs et qu'on a besoin d'optimiser la carburation, l'élimination et la physiologie générale. Voilà, donc voilà, attention de limiter la consommation de cette catégorie. 6e catégorie qui potentiellement peut être très débattue, mais c'est effectivement la catégorie des laitages, avec je dirais un vrai débat autour de l'intérêt des laitages. On en a déjà parlé dans le cadre de ces lives et de ces articles, mais effectivement la problématique des laitages, c'est le fait réside le fait, je dirais, principalement dans leur qualité, puisque voilà, l'origine du lait qui sert à fabriquer des fromages, des yaourts, des fromages blancs et autres n'est pas toujours bien traçable. On sait très bien qu'il y a des dérives dans l'industrialisation de la filière laitière et que donc on va retrouver dans le lait tout ce que la vache va absorber, soit en s'alimentant, soit en étant traitée avec des antibiotiques et tout un ensemble de médicaments. Donc quand on mange des produits laitiers, toujours privilégier la qualité, le bio, le lait de chèvre, et éviter une consommation excessive, parce que même si certains nutritionnistes et certains spécialistes disent qu'il faut complètement éviter les laitages, moi je pars du principe, comme souvent, que c'est la dose qui fait le poison, et qu'à partir du moment où on mange de temps en temps un produit laitier qui est de bonne qualité, on va aussi apporter à son organisme des vitamines, notamment les vitamines liposolubles qui sont intéressantes, et des acides gras qui sont aussi intéressants. Donc on n'évite pas, mais on limite et surtout on privilégie la qualité. Et enfin, dernière catégorie, là encore, qui là va être plus consensuelle, le sucre. Effectivement, aujourd'hui, on a la certitude que le sucre, la consommation de glucides à index glycémique élevé, dans la population générale, conduit à l'apparition d'une multitude de pathologies, à commencer par le diabète, qui est associé, la consommation de sucre excessive associée à la sédentarité, fait un cocktail détonnant au niveau physiologique. Donc, je dirais que chez un athlète qui s'entraîne quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, manger des glucides, manger des produits sucrés pendant, après les entraînements, pas de problème, toujours avec un peu de modération sur les sucres dits rapides, type soda, chocolaterie, biscuits et autres, mais quand on s'entraîne très régulièrement, on peut se permettre de consommer régulièrement des produits sucrés à index rapide. Si on s'entraîne moins régulièrement, que on a un petit peu de poids à perdre, là il va falloir vraiment mettre un bémol sur la consommation de produits sucrés, de produits glucidiques, dans le sens où qui dit sucre dit élévation de la glycémie, qui dit élévation de la glycémie dit production d'insuline, qui dit production d'insuline dit épuisement progressif du pancréas et surtout stockage immédiat et sous forme de graisse notamment.
Donc l'organisme humain est bien fait, il ne gaspille rien. Donc à partir du moment où on lui apporte des calories sous forme, en l'occurrence de produits glucidiques à index glycémique élevé, il va y avoir un stockage instantanément. Alors selon moi, on devrait voir apparaître dans les prochaines années une véritable évolution, pour ne pas dire révolution, dans la prise en charge, je dirais, des sportifs, dans le sens où le jour où on disposera d'appareils un petit peu comme nos cardiofréquencemètres qui vont nous permettre d'évaluer de manière non invasive et instantanée notre glycémie, on pourra beaucoup mieux maîtriser les apports en sucre et les apports en glucides, que ce soit en dehors de l'effort, que ce soit pendant l'effort. Voilà, donc il risque d'y avoir, selon moi, une évolution majeure en la matière, notamment évolution technologique qui va être, je dirais, initiée et dont la première intention sera de traiter et d'accompagner les diabétiques. Voilà, donc c'est un thème central, le sucre. La mesure de la glycémie en direct est quelque chose qui va probablement révolutionner la prise en charge des diabétiques et révolutionner aussi l'entraînement dans les sports d'endurance. Donc à suivre. En attendant d'avoir ce type d'outil, soyons raisonnables, évitons de consommer du sucre les jours de repos ou en dehors des entraînements et limitons la consommation de produits sucrés aux périodes d'entraînement un peu soutenues ou dans les phases de récupération immédiate suite à une compétition ou à un entraînement un peu poussé. Voilà, donc on en reparlera parce qu'il y a aussi des aspects de santé et ça concerne forcément aussi les athlètes qui, même s'ils font du triathlon, peuvent aussi avoir des soucis de ce type à gérer en parallèle. Voilà, donc j'ai fait un tour un petit peu plus long que d'habitude sur ces 7 aliments, cette catégorie d'aliments à éviter ou à limiter. Donc maintenant, écoutez, je vous laisse la parole, je vous laisse poser vos questions. Voilà, j'imagine qu'il va y en avoir quelques-unes. Surtout que là, la saison triathlon, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Les premières épreuves vont pas tarder à arriver. Voilà, pour ma part, et je serai au départ de l'Ironman d'Afrique du Sud là dans 10 jours. Donc voilà, la saison 2019 se met en place et va pas tarder à arriver. Donc place aux questions et je vais déjà en prendre une première. La question remarque de Marjorie qui nous dit: le lait végétal, quel avis? Merci. Alors le lait végétal, effectivement, on va dire lait entre guillemets, puisque c'est plus un jus en fait qu'un véritable lait. Donc c'est effectivement les laits d'amande, les laits de soja, les laits de riz et autres. Alors ça peut être une alternative effectivement au lait de vache traditionnel, notamment pour cuisiner, pour le petit déjeuner, pour des petites collations. Par contre, il faut garder en mémoire que c'est quand même bien moins riche en protéines que le lait de vache et que c'est bien souvent source de sucre assez conséquente. Surtout que dans les laits en question peuvent être ajoutés des sucres et que si on ne regarde pas la composition, on s'en rend pas forcément compte. Donc attention, parce que ça je dirais, ça rend le plat ou la collation, le repas, plus glucidique que si on prend du lait de vache qui est quand même principalement riche en protéines et en gras, à l'inverse d'un lait végétal qui va être plus glucidique et moins protéique. Voilà. Mais sinon, pas de contre-indication majeure dans la mesure où on n'a pas de problème avec le sucre, pas de problème de diabète, pas de problème de surpoids. Alors, merci Marjorie pour cette question. Je poursuis avec Yves
qui dit la gestion de l'alimentation sur effort de 4 heures environ, avant, pendant, après, merci. Alors, pour un effort de 4 heures, que ce soit un entraînement ou une compétition, on rentre dans des efforts d'endurance qui peuvent être, si l'intensité est un peu élevée, épuisants au niveau énergétique, et notamment au niveau glycogénique. Donc, c'est important en amont de l'effort d'aborder l'épreuve avec des réserves de glycogène. Donc le glycogène, je vous rappelle que c'est votre super carburant musculaire, c'est ce qui vous permet de nager vite, de pédaler vite, de courir vite. Donc en amont d'une épreuve, il faut avoir son réservoir de glycogène rempli au maxi. Et pour ça, il n'y a pas de secret, dans les 48 heures qui précèdent l'effort, il faut augmenter la part de féculents à chaque repas, de l'ordre de 20-25%, en mangeant un peu plus de pommes de terre, un peu plus de riz, un peu plus de pâtes. Voilà, ça c'est pour avant. Pendant l'effort, un point de repère qui est les fameux 60 grammes de glucides par heure d'effort. Donc si vous partez pour 4 heures d'effort, il faut envisager de consommer de l'ordre de 240 grammes de glucides pendant la session ou la compétition. Donc ça peut être un mix de boissons énergétiques, de barres énergétiques, de bananes, de fruits secs. Les gels, on les garde uniquement en cas de grosse baisse de régime, pour remonter sa glycémie d'un coup, et on essaye de s'appuyer plus sur des boissons énergétiques ou des aliments solides. Donc 60 grammes par heure, c'est un petit peu un point de repère pour une majorité d'athlètes. Après, à moduler selon le gabarit, selon l'intensité, selon la capacité à digérer à l'effort, etc. Et alors après, c'est aussi très intéressant puisque la récupération post-effort est grandement conditionnée par l'alimentation. Donc après un effort de 4 heures, la priorité c'est dès la fin de l'effort de consommer des glucides pour refaire pour rétablir la glycémie et tout de suite refaire ses réserves de glycogène. Donc tout de suite après l'effort, une petite collation. Personnellement, j'aime bien après ce genre de séance consommer une boisson de récupération qui peut par exemple être faite maison avec en mixant une banane, de la whey protéine, donc qui est de la protéine de petit lait, et un peu de miel ou un peu de beurre d'amande avec de l'eau. Voilà, ça vous fait une boisson de récupération extrêmement efficace pour tout de suite refaire vos réserves et récupérer rapidement. Merci Yves pour la question. Je passe à la suivante. Alexis, quel aliment après une séance de 2000 piscine, et est-ce que le fromage est bon pour un sportif? Alors, une séance de 2000 mètres en piscine, bon, c'est pas une séance qui, à moins de faire énormément d'intensité, c'est pas une séance forcément épuisante. Donc, puis ça dépend un peu aussi du moment de la journée, mais je dirais que tout simplement, après une séance de ce type, manger une banane, boire une boisson de récupération comme j'ai évoqué, faire passer à table parce qu'il est midi ou c'est l'heure du dîner, voilà, ça ira très bien, pas de souci. Mais voilà, évitez de rester à jeun plusieurs heures après une séance d'entraînement, quelle qu'elle soit. C'est vrai que voilà, dans la majorité des cas, il vaut mieux prendre tout de suite s'alimenter, à moins qu'on ait des objectifs d'entraînement bien précis, et auquel cas, effectivement, on peut envisager de s'entraîner à jeun, de rester à jeun quelques heures après pour chercher des adaptations physiologiques précises. Mais hors de ce cas de figure, il vaut mieux tout de suite s'alimenter après une séance d'entraînement pour récupérer rapidement en vue de la séance suivante. Le fromage est-il bon pour un sportif? Oui, avec modération. Donc on peut manger un peu de fromage quelques fois par semaine, il n'y a pas de souci. Après, manger du fromage matin, midi et soir en quantité importante, là je suis beaucoup plus circonspect. Donc, et quoi qu'il en soit,
privilégiez bien sûr la qualité des fromages que vous consommez. Merci Alexis pour cette question. La suivante, Pierre-Raphaël, combien de calories par heure doit-on prendre sur une sortie longue à vélo? Alors, pour la majorité des athlètes, la dépense en vélo va être de l'ordre de 500 à 700 calories par heure. Donc, ça va dépendre, bien entendu, des conditions environnementales, du vent, du dénivelé, de la vitesse à laquelle on roule. Mais voilà, l'objectif, c'est, comme je reviens à cette notion d'apport glucidique, hein. Si effectivement vous faites une séance longue, un peu poussée, et surtout si vous préparez une compétition longue distance, ça peut être intéressant de s'entraîner à consommer 60 grammes de glucides par heure pour habituer son organisme à carburer et à métaboliser une telle quantité à l'effort. Voilà, donc après si on revient aux calories, voilà, ça va être entre 500 et 700, 800 selon votre gabarit et l'intensité de la séance. Alors, Médéric nous dit 10 jours avant jusqu'au jour J, comment on mange? Pouvez-vous expliquer le régime dissocié et autres, s'il vous plaît? Alors, dans les 10 jours qui précèdent une compétition, les objectifs principaux, c'est, grâce à la nutrition, c'est d'effacer la fatigue liée au cycle d'entraînement. Hein, donc ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'on s'entraîne en vue d'un triathlon longue distance par exemple, il va falloir effectivement effacer cette fatigue pour arriver sur son pic de forme. Et deuxièmement, l'objectif de l'alimentation, ça va aussi être d'arriver sur l'épreuve avec des réserves énergétiques qui permettent de faire face à la demande qui va être très élevée. Donc j'irai jusqu'à, alors je vous donne moi ma vision, hein, y en a d'autres mais ça c'est la mienne, jusqu'à J-3 on garde une alimentation relativement régulière, relativement classique je dirais, voilà, et à partir de J-3, J-2, J-1, l'idée c'est d'augmenter les apports en glucides pour, je dirais, avoir des réserves de glycogène maximales. Donc voilà, un chiffre, 20-25% de glucides en plus à chaque repas, des petites collations énergétiques, c'est surtout valable pour le J-3, J-2. À J-1, on peut se permettre de lever un peu le pied, parce que si on continue à manger très glucidique, aller au pasta party et autres, on risque de perturber un petit peu le système digestif et surtout de stocker sous une autre forme, hein, en l'occurrence sous forme de graisse, l'excédent énergétique. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes d'un apport, enfin d'un régime légèrement modulé en vue d'une compétition. Si on est un petit peu fragile des intestins et susceptible d'avoir des problèmes digestifs, c'est quand même bien de limiter les fibres. Donc on va limiter tout ce qui est graines, tout ce qui est végétaux dans la semaine qui précède l'effort. Hein, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots verts, on va limiter, hein, voire même supprimer. Pour avoir donc un régime sans fibres ou pauvre en fibres et aborder l'épreuve avec un tube digestif léger. Le régime dissocié, alors effectivement jusqu'à une époque relativement récente, c'était censé être le Graal du régime avant une compétition, et donc ça consistait, pour une compétition de dimanche, à avoir un régime hyperprotéique et hyperlipidique, donc sans glucides, lundi, mardi, mercredi, et ensuite à adopter le fameux régime hyperglucidique jeudi, vendredi, samedi. Le problème de ce régime, c'est qu'il est un peu contraignant, et notamment dans sa première phase hyperprotéique, hyperlipidique, peut vraiment perturber l'organisme, parce que quand on n'a pas l'habitude de manger très gras, beaucoup de protéines, ça perturbe. Voilà, donc à tester éventuellement, mais
je dirais qu'aujourd'hui, on a la même efficacité en faisant un régime hyperglucidique simple. Voilà, on fait sa dernière séance d'entraînement un peu significative le mercredi, et à partir du mercredi soir ou du jeudi matin, on attaque un régime hyperglucidique pendant 2-3 jours, et ça doit suffire pour avoir des réserves quasi maximales pour le jour J. Hein, sachant que à l'issue du dernier entraînement, voilà, la période clé, c'est les 48 heures qui suivent l'effort. C'est là qu'on fait le mieux ces réserves de glycogène. Merci Médéric. Et on poursuit. Voilà, comme je m'en doutais, il y a beaucoup de questions. La nutrition, c'est quelque chose qui intéresse. Tima, il nous dit: je suis une femme de 45 ans, j'ai 3,5 kg en trop, et malgré un rééquilibrage alimentaire et 7-8 heures de sport par semaine, je n'ai pas perdu 1 gramme. J'ai même pris un demi. Auriez-vous une idée, voire une solution? Alors, première chose, lorsqu'on cherche à perdre du poids, et je préciserai, lorsqu'on cherche à perdre du gras, avant de songer kilo, il faut songer composition corporelle. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un régime un régime hypocalorique avec rééquilibrage alimentaire et autres, et qu'en même temps vous vous entraînez en triathlon, qui est un sport très complet, ça arrive quand même très fréquemment, pour ne pas dire systématiquement, que l'athlète garde un poids stable sur la balance, mais grâce aux entraînements prenne du muscle tout en perdant du gras. Donc on voit que le poids est stable dans ce cas de figure, mais en parallèle on a un changement de composition corporelle avec une augmentation de la masse musculaire et une diminution de la masse grasse. Donc attention, la balance ne vous donne qu'un repère, je dirais, peu précis pour évaluer l'efficacité de votre régime et de votre nouveau mode de vie. Donc la base, c'est de faire une évaluation de composition corporelle et de réévaluer cette composition corporelle quelques mois après. Donc avant de vous donner des conseils, des idées, des solutions, faites mesurer votre composition corporelle, voyez combien vous avez de masse grasse en pourcentage et en kilos, voyez si vous êtes dans les normes, quelle est votre marge de manœuvre en termes de perte de poids, et à partir de là, il va peut-être falloir à nouveau procéder à de nouvelles adaptations si effectivement il y a encore de la masse grasse à perdre. Donc pour mémoire, pour une femme de 45 ans, la fourchette de masse grasse, je dirais normale, c'est de l'ordre de 25%. C'est vrai que chez des athlètes bien entraînés, on va descendre plutôt vers 20%, et chez des athlètes féminines moins entraînées, on peut monter un peu au-dessus de 25%. Mais voilà, la norme pour quelqu'un de 45 ans, c'est de l'ordre de 25%. Chez un homme adulte, on est plutôt de 45 ans, on est plutôt sur du 20%. Voilà. Après, chez des athlètes plus jeunes, de 20-25 ans, on peut, chez les femmes, descendre aux abords de 15%, mais ça commence à être très bas, et chez les hommes, de l'ordre de 10%. Et là, on n'est pas loin du minimum en termes de masse grasse pour être en bonne santé. Donc, pour tout ce qui est des problématiques de perte de poids, de changement de composition corporelle, attention à la balance, ça ne veut pas dire grand-chose. Attention aux balances à impédance métrique qui ne sont pas forcément très précises. Faites mesurer votre composition corporelle de manière sérieuse par un professionnel, et surtout voyez comment ça évolue dans le temps, parce que on peut tout à fait avoir un poids stable et une composition qui a changé du tout au tout. Merci pour cette question, très intéressante. Et je poursuis avec Benjamin. Quel est votre avis sur les électrolytes avec complément de caféine en course, influence sur le système digestif en longue distance? Alors, effectivement,
La caféine fait partie des molécules dites ergogènes, c'est-à-dire qu'elles vont favoriser le travail musculaire, la performance sportive, par un ensemble de mécanismes qui vont de l'activation un petit peu supérieure de la lipolyse à une modification de la transmission de l'influx nerveux au niveau, au niveau des fibres musculaires et de la jonction neuromusculaire, et ainsi de suite. Donc il y a un ensemble de mécanismes qui font que la caféine est très intéressante pour être un peu plus performant. Voilà, ça c'est un fait, c'est avéré, il y a une multitude d'études qui l'ont montré. Maintenant, effectivement, le corollaire, c'est que chez certains sportifs ou à des doses inappropriées, trop importantes, ça peut effectivement aussi perturber le système digestif, générer une déshydratation accélérée. Donc voilà, comme toujours, il faut tester à l'entraînement en utilisant des compléments à base enrichis en caféine et voir quel est l'impact sur votre organisme, et si effectivement il y a un impact négatif, il vaut mieux soit s'abstenir, soit réduire la dose. Hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la caféine fait partie des quelques molécules qui ont un vrai intérêt pour les efforts d'endurance et qui sont, je dirais, autorisées, légales, puisque le café, c'est un produit de consommation courante et nombreux sont les athlètes qui, avant une compétition ou un entraînement, prennent un expresso pour justement avoir cet apport en caféine si intéressant. Alors, bonne question d'Alexis qui nous dit: c'est quoi le glycogène? Alors le glycogène, c'est la forme de stockage des glucides dans le corps humain, dans notre corps. Et donc voilà, quand on mange des glucides, que ce soit des féculents comme des pâtes, du riz, des pommes de terre, du pain, des légumes secs, après l'amidon contenu dans les aliments en question va être métabolisé, passer dans le sang et être transformé stocké sous forme de glycogène dans les muscles et dans le foie. Voilà, donc on a à peu près, je dirais l'athlète lambda, à peu près 500 grammes de glucides, de glycogène stocké dans ses muscles, et 100-150 grammes dans son foie. Voilà, ça vous fait un apport de l'ordre de 600-700 grammes pour la majorité des athlètes. 600-700 grammes égale, puisque je rappelle qu'un gramme de glucides égale 4 calories, voilà, équivaut à de l'ordre de 2500-3000 calories stockées sous forme de glycogène. Voilà, donc c'est la forme de stockage des glucides dans les muscles et dans le foie. Lucas nous dit: pour la reconstruction des fibres musculaires, quels aliments privilégier? Alors, chaque fois qu'on est sur des entraînements très intenses, des stages d'entraînement, des séances un peu lourdes, notamment avec du renforcement musculaire, sous toutes ses formes, travail de force, de pliométrie et autres, on peut effectivement avoir une casse musculaire, je dirais plus ou moins conséquente. Voilà, sachant que le sport le plus traumatisant sur le plan des fibres, ça reste quand même la course à pied. Donc les séances de piste, les séances de course en descente, les séances longues vont générer une forte destruction musculaire. Alors le muscle, la fibre musculaire, elle se régénère en permanence. Et pour régénérer la fibre musculaire, il faut apporter des acides aminés. Et donc je dirais la base, c'est de consommer des apports protéiques, je dirais suffisants. Donc je rappelle que pour l'ensemble des athlètes, la moyenne se situe entre 1,4 et 1,8 g de protéines pures par kilo de poids corporel. Donc pour une majorité de sportifs, ça fait de l'ordre de 70, 100, 120 grammes par jour, pas plus.
de protéines pures. Maintenant, pour optimiser la reconstruction des fibres musculaires, je dirais que, en dehors du fait qu'il faut s'assurer d'avoir des apports protéiques suffisants chaque jour, ce qui peut être très intéressant, c'est immédiatement après la séance de prendre un aliment protéino-énergétique, notamment avec de la whey protéine, qui est une protéine à assimilation très rapide. Donc immédiatement après une séance de musculation, une séance longue à pied, prendre une boisson de récupération à base de whey protéine. Et là aussi, c'est des choses qui ont été validées scientifiquement. Le fait de prendre, avant de se coucher, une deuxième collation de whey protéine peut vraiment aider, là encore, à reconstruire du muscle, à synthétiser du muscle, etc. Voilà. La whey protéine, c'est issu du lait, c'est issu du lait, c'est tiré du lait. Donc là encore, on va privilégier les produits de qualité, éviter tout ce qui est ajout. Donc regardez bien les étiquettes, n'achetez pas sur internet tout et n'importe quoi. Renseignez-vous et privilégiez vraiment des whey protéines de très bonne qualité. Alors Laurent nous dit ces doses sont énormes pour ma part, je trouve, j'ai 48 ans. Alors Laurent, il faudrait préciser les doses de quoi? Merci. Alain, bonjour Alain, peux-tu nous donner des infos sur le jus de betterave? Pourquoi et quand on prend avant ou après l'effort les bienfaits du jus de betterave? Alors, il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré l'intérêt des nitrates alimentaires qu'on va retrouver notamment dans le jus de betterave, dans un certain nombre de légumes verts, comme la roquette par exemple, qui est une forme de salade. Voilà, ces nitrates alimentaires ont un effet sur le système vasculaire et sur l'oxygénation musculaire. C'est surtout valable pour des efforts courts et intenses, des efforts intermittents, mais ça peut aussi être intéressant sur des efforts plus longs. Donc en amont d'une compétition, en amont d'une séance particulièrement intense, c'est intéressant de prendre une source de nitrate, comme par exemple du jus de betterave, un verre de jus de betterave, voilà, au petit déjeuner avant sa séance ou dans les quelques jours qui précèdent une séance ou une compétition, pour augmenter le niveau sanguin de nitrate et avoir cet effet sur le système vasculaire et sur l'oxygénation musculaire. Alors je ne suis pas un spécialiste des nitrates alimentaires, mais il y a une multitude d'autres effets qui peuvent être intéressants. Si vous comprenez l'anglais, allez regarder un peu dans les revues scientifiques type PubMed pour voir l'intérêt des nitrates alimentaires dans les sports d'endurance. Voilà, mais c'est très en vogue dans les pays anglo-saxons et c'est démontré scientifiquement que ça peut avoir une incidence. Comme toujours, on teste à l'entraînement avant de boire du jus de betterave le jour de son objectif. Merci Alain pour cette question très précise. Allez, on prend encore 2-3 questions parce qu'il est déjà 19h47. Ici au Cap, 18h47 en France. Patrice nous dit yaourt nature directement après l'effort, top d'après beaucoup de nutritionnistes. Alors effectivement, le yaourt peut être intéressant puisque c'est un aliment assez complet qui va apporter des protéines, qui va apporter du sucre, des glucides sous forme de lactose, qui va apporter des acides gras. Voilà, mais je dirais yaourt nature avec un peu de sucre. Donc n'hésitez pas à rajouter du miel, un peu de confiture, des fruits, des céréales. Voilà, le yaourt nature tout seul me semble un petit peu léger après un effort un peu poussé. Donc voilà. Et puis bien entendu, je reviens un peu à mon dada, mais privilégier des yaourts nature bio, ça sera bien pour tout le monde, pour votre corps et pour l'environnement. Alors,
je remercie Jackie qui me souhaite bonne chance pour mon premier Ironman. Merci Jackie. Donc Jackie, fondateur de Trimax Triathlon Magazine. Et puis je prends, allez, 2 dernières questions. Pierre qui nous dit quel aliment ou eau pour éviter les crampes à l'effort. Alors c'est une très bonne question parce que les crampes c'est quelque chose quand même d'assez récurrent chez les athlètes et pas toujours évident à gérer quand ça arrive, pas toujours évident à prévenir, hein, puisqu'effectivement il y a des athlètes qui sont particulièrement sensibles. Alors je rappelle les causes les plus fréquentes d'apparition des crampes, c'est pas très compliqué. Déjà c'est un effort inhabituel. Donc si vous avez des crampes en compétition, c'est que probablement vous êtes insuffisamment préparé ou vous avez trop forcé, mal géré votre effort. Ça c'est la première raison des crampes, un effort musculaire inhabituel, votre muscle n'est pas prêt et il va donc entrer en spasme parce que vous lui en avez trop demandé et il n'est pas entraîné pour ça. Ça c'est la première cause. Deuxième cause des crampes, la déshydratation. Voilà, puisque effectivement le fait de se déshydrater petit à petit va entraîner une modification de la physiologie cellulaire et notamment des cellules musculaires. Et donc si vous n'avez pas assez bu d'eau, de boissons énergétiques, il y a de fortes chances qu'à un moment ou un autre les muscles commencent à entrer en spasme et que les crampes arrivent, donc les crampes étant des spasmes, je dirais, longue durée, qu'on a du mal à faire partir. Alors, pour éviter les crampes, donc mieux gérer son effort, hein, pas partir trop vite, s'entraîner avant une compétition, s'entraîner comme il faut, de manière appropriée, progressive, spécifique, bien s'hydrater pendant l'effort, et voilà, petites astuces. C'est vrai que les crampes, ça peut aussi être lié à des carences minérales. Vous pouvez tester de rajouter une petite pincée de sel dans chacun de vos bidons d'eau ou de boisson énergétique. Ça peut aider à mieux hydrater vos cellules musculaires ou du bicarbonate, hein, voilà, à tester l'un ou l'autre. Et puis bien entendu, si tout ça n'est pas très concluant, il faudra peut-être effectivement s'intéresser à vos apports en magnésium, en potassium, parce que bon, c'est assez rare, mais ça peut aussi être des causes d'apparition des crampes, une carence d'apport en éléments minéraux comme le magnésium et le potassium. Allez, une dernière question. Et les autres, j'essaierai d'y répondre par écrit. Il nous dit la spiruline pour la récupération. Alors effectivement, bonne remarque, la spiruline c'est un complément nutritionnel, je dirais presque même un aliment, hein, puisque c'est une algue. Voilà, une algue qui se développe naturellement dans certains lacs en Amérique latine. La propriété de la spiruline, c'est que c'est très riche en protéines, très riche en acides gras, notamment en acides gras essentiels, en minéraux, en vitamines, en bêta-carotène. Donc c'est vraiment un super aliment, très intéressant pour le sportif. Donc la spiruline dans les phases d'entraînement intense, à l'approche de compétitions importantes, très intéressant de prendre un peu de spiruline tous les jours, de l'ordre de 5 grammes par jour. Au petit déjeuner, en récupération après l'effort. Voilà, je dirais que c'est un peu l'anglais du sportif, j'aime bien cette expression, et ça va aider à mieux récupérer, à mieux assimiler l'entraînement et à être au top le jour J. Voilà, donc écoutez, j'en ai terminé pour ce live. Je vois qu'il y a encore d'autres questions, donc je vais essayer d'y répondre par écrit, mais là ça va être difficile de répondre à tout le monde en live. Donc je vous remercie pour votre participation à ce live sur la nutrition. Je vous souhaite bon entraînement pour les semaines qui viennent. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook Trimax ou sur la page Facebook WTS, voire même à moi directement. Et puis écoutez, à très bientôt sur les terrains de sport, sur le terrain ou sur les réseaux sociaux.
Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.